Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Les titres de Guinée Info Première. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a présidé hier la cérémonie d'ouverture de la première édition des journées de la planification et de la coopération internationale. L'idée de faire connaître le rôle stratégique du ministère du Plan et de la coopération internationale dans la mobilisation des ressources. Depuis dimanche dernier, existe désormais en Guinée un conseil national des femmes. Cet organe est amené à relever plusieurs défis dans l'épanouissement de la Guinéenne. Le bureau a été présenté au gouvernement. En fait, la première édition du tournoi FIFA Champions Guinée prévue les 27 et 28 juin à Conakry. Les organisateurs de l'événement étaient face à la presse pour annoncer les couleurs de la compétition. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Comme annoncé dans le titre, le Premier ministre, chef du gouvernement, a présidé hier la cérémonie d'ouverture de la première édition des journées de la planification et de la coopération internationale. L'idée de faire connaître et valoriser auprès du public le rôle stratégique du ministère du Plan et de la coopération internationale dans la planification et la mobilisation des ressources externes. Hadi Kamara, Ousmane Bangoura, Kabasouma. C'est un moment historique pour notre pays. Pour la première fois, le gouvernement, sous le leadership du général Mamadi Doumbouya, organise les journées de la planification et de la coopération internationale. Elle mobilise le président du CNT, le premier ministre chef du gouvernement, les membres du CNRD, ceux du gouvernement, ancien premier ministre et celui de la République du Bénin. 18 pays sont également invités. Dans un contexte global en perpétuelle mutation, ces journées seront l'occasion de mettre en lumière nos préoccupations en matière de planification et de coopération internationale en vue de garantir la réussite des réformes et de projets de développement du pays. Nous sommes réunis à Conakry, ici parce que nous savons que le développement n'est jamais le fruit du hasard. Il est le résultat des décisions réfléchies, planifiées et audacieuse. Ce moment est historique. Ce forum arrive à un moment de transformation profonde de notre pays, sous la conduite déterminée de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, dont la vision de refondation et de repositionnement donne une colonne vertébrale nouvelle à notre action publique. Les partenaires techniques et financiers, véritables catalyseurs, jouent un rôle de premier ordre dans l'accomplissement des réformes et l'optimisation des politiques publiques en s'appuyant sur des données fiables et des projections réalistes afin de mieux anticiper les besoins du pays. La coopération internationale n'est pas une option, elle est une nécessité, une responsabilité, une force. La Guinée, comme d'autres nations, a besoin de cette coopération pour aller plus loin, plus vite, plus justement. Et elle y contribue par sa voix, par sa position stratégique, par son engagement pour la paix régionale et la transition démocratique. Mais nous le constatons, la coopération évolue. Elle devient plus horizontale, plus complexe, plus ciblée. Elle doit s'inscrire dans une logique de co-construction, de redevabilité, d'efficacité mutuelle. C'est pourquoi nous ne parlons plus d'aide. Nous parlons de partenariat pour la transformation. Aux Nations Unies, avec la réforme voulue et soutenue par les États, nous sommes passés des cadres d'assistance au développement au cadre de coopération pour le développement durable. Le Premier ministre qui préside cette cérémonie d'ouverture des travaux encourage la création d'un cadre de débat propice à l'émergence de nouvelles idées afin d'optimiser l'impact des interventions des bailleurs de fonds et de répondre efficacement aux défis économiques. Nous sommes dans une autre phase de notre histoire politique et c'est en cela que c'est innovant. Parce que la transition en cours n'est pas simplement une transition politique. C'est une transition qui a l'ambition d'aller en profondeur pour la transformation aussi bien des institutions politiques que des institutions économiques de ce pays. L'un des aspects les plus importants, c'est la refondation de l'État. Cela nous a amenés à engager des réformes majeures. Le recensement général de la population n'est
pas dans le contexte guinéen, simplement une opération décennale, technique, statistique. C'est un élément fondateur pour évaluer exactement, sans une interférence politicienne, combien sommes-nous. Et ça, c'est fondamental pour avoir des capacités d'envisager à travers des projections qu'est-ce que nous devons faire pour répondre aux besoins de cette population. Merci aux partenaires techniques et financiers d'avoir accompagné la Guinée pour la mise en œuvre de cet important chantier de notre chronogramme. Réinventer la planification et la coopération pour une Guinée émergente, inclusive et résiliente, c'est le thème de ces journées. Comme pour dire que le développement n'est pas une course, mais un marathon. Chaque pas compte, chaque partenaire est un allié. Chaque politique, bien conçue, est une graine plantée pour les générations futures. Voilà le sillon tracé par le CNRD. Justement, placé sous le thème réinventer la planification et la coopération pour une Guinée émergente, inclusive et résiliente, cette édition a connu la présence d'experts venus d'une dizaine de pays, tout comme certains anciens ministres du plan. Tabansila Youssouf Kamara. C'est une première. Le gouvernement guinéen, à compter de ce 25 juin 2025, lance la toute première édition des Journées de la planification et de la coopération internationale. La rencontre regroupe d'éminentes personnalités guinéennes et étrangères. Plus de 10 pays et organisations se mettent aux côtés de la Guinée en vue de réfléchir ensemble sur l'avenir de la planification et de la coopération. Nous ne souhaitons pas que ce forum se tienne dans le cadre stricto sensu de la Guinée. Il faut que ce soit le point de départ d'une réflexion approfondie pour qu'un levier à l'effet de permettre une meilleure coordination des plans de développement de la sous-région et pourquoi pas de l'Afrique. À travers les JPCI, Journée de la planification et de la coopération internationale 2025, le ministère du Plan et de la coopération internationale veut offrir un espace d'échange sur les politiques publiques, les réformes et les mécanismes de mobilisation des partenaires. Ces 2 journées nous permettront à l'avenir de mieux collaborer pour l'action gouvernementale et au niveau des États membres, bien évidemment, mais aussi au niveau régional. Donc c'est important que cette journée, que nous puissions ensemble tirer des leçons de cette journée et pouvoir avancer ensemble en tant que région pour garantir l'émergence économique de tous nos États membres. Déjà, j'étais ravi ce matin d'entendre directement de la voix de Monsieur le Premier ministre à quel point le gouvernement estime le recensement général de la population et de l'habitat un pilier, un levier clé. Pas seulement de la coopération, mais de la planification. Parce que si on n'arrive pas à connaître où se trouve chaque Guinéen et chaque Guinéenne dans le pays, quels sont les besoins, quelle est leur tranche d'âge, etc., c'est difficile de caler des investissements. Et donc, ce pilier d'assistance technique au recensement, dont les dénombrements vont commencer bientôt dans les jours qui suivent. Aux côtés du Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Ouriba, et du ministre du Plan, Ismaël Nabé, les membres du CNRD et du gouvernement, le secteur privé, les ONG et cadres de l'administration, une volonté collective de s'associer à cette initiative pour mieux comprendre les missions du ministère du Plan et de la coopération internationale et valoriser son rôle stratégique dans l'action publique. Dans le reste de l'actualité, évaluation des candidats à l'enseignement technique, le processus a démarré hier. C'est la ministre Aminata Kaba qui a procédé au lancement officiel des épreuves pratiques. C'était au centre de formation professionnelle Camara Laï de Donka. Plus de détails avec Thierry Ousmane Diallo, Mohamed Mara. Après les évaluations théoriques, place aux évaluations pratiques à l'enseignement technique. Une étape cruciale au cours de laquelle chaque apprenant met en évidence son savoir-faire et prouve sa capacité déjà à s'insérer dans la vie active en lançant les épreuves dans toutes les 6 filières au centre de formation professionnelle Camara Laï. La ministre en charge de l'enseignement technique a rappelé aux candidats la priorité désormais accordée à l'éducation, en particulier
à la formation professionnelle dans la transformation du pays. Il est important de comprendre aujourd'hui que nous sommes dans les zones du chef de l'État qui voudrait que le système éducatif guinéen soit dans l'excellence. On parle aujourd'hui du Simandou Academy qui découle bien sûr du programme Simandou 2040 qui est aligné sur 3 objectifs. Le premier objectif qui est l'excellence du système éducatif guinéen. Le deuxième, les infrastructures, donc des infrastructures de qualité. Donc vous pouvez voir aujourd'hui au niveau du centre dans lequel nous sommes, centre Camaralai. Et ensuite les partenariats. Encore une fois, bonne chance aux candidats. Je suis très contente d'avoir lancé les épreuves des travaux pratiques dans les 6 filières au niveau du CFP de Camaralai. Avec l'approche par compétences, la pratique constitue l'essentiel de la formation à l'enseignement technique, d'où l'enjeu de ces évaluations qui vont durer toute la semaine. Vous avez constaté déjà les 6 filières qui sont chez nous. Tout le monde est déjà en activité. Les épreuves choisies sont dans leur programme, mais aussi c'est des œuvres qui sont réalisées en faveur des apprenants et du centre, comme le sujet a été composé. Donc les œuvres vont être exploitables et bénéfiques pour le centre et pour les apprenants dans le cadre de la rénovation et la continuité des entretiens de l'infrastructure. Je suis très fière aujourd'hui parce que ce n'était pas du tout facile, les 3 années là. 3 ans, ce n'est pas 3 mois ni 3 jours. Mais au fur et à mesure, j'ai pu avoir l'expérience et puis j'ai bénéficié des cours ici très importantes au fait. Plus de 22 500 candidats affrontent cette année les épreuves à l'enseignement technique dans un contexte où la demande en main-d'œuvre qualifiée s'accentue afin de faire face aux grands chantiers et aux besoins de l'économie. Normes environnementales dans l'exécution du méga projet Simandou, une mission conduite par la ministre de l'Environnement, s'est rendue sur le site de Rio Tinto. Djami Diallo a constaté les efforts fournis par cette multinationale dans la gestion et la protection des écosystèmes. Mamadou Alpha Baldé de retour de Beila. Des essences locales ou en voie de disparition sont mises en terre par la ministre de l'Environnement et des officiels de Rio Tinto à Beila. L'opération s'inscrit dans la dynamique de la célébration en différé de la Journée mondiale de l'environnement et montre toute la place qu'occupe le respect des normes environnementales les plus élevées dans l'exécution du méga projet Simandou. Avant le planting, la ministre de l'Environnement a visité la pépinière, le laboratoire de conservation des graines des essences répertoriées dans la zone et échangé avec l'ensemble des services en charge des questions environnementales de Rio Tinto. Nous assurons que toutes les technologies nouvelles sont mises en œuvre. Nous avons des mécanismes de suivi des espèces. On a dans cette mine des forêts classées. Sur lesquels nos équipes travaillent en continu, nuit et jour, pour s'assurer que la biodiversité est respectée, que les espèces qui sont dans la forêt du pic de fond ou des boïboïba sont suivies quotidiennement à travers les nouvelles technologies. Maintenir les bonnes pratiques environnementales durant tout le cycle du projet avec le minimum d'impact négatif sur les communautés et les écosystèmes, un défi que compte relever le ministère de l'Environnement. Le projet Simandou est une réalité. C'est un projet de grande envergure pour notre pays, mais la question environnementale est tout aussi importante. Conformément aux instructions, aux directives du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Donc nous sommes ici sur place pour aussi s'assurer de la bonne mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale de la société. Les infrastructures aujourd'hui, elles sont là, elles sont visibles. On note la préservation de l'environnement et c'est une chose que nous saluons fortement. La mission environnementale a aussi observé, vu d'en haut, l'essentiel des infrastructures en cours de réalisation, le chemin de fer, les tunnels, mais aussi la mine où le fer de Simandou est déjà visible en surface. Dans l'actualité également, depuis dimanche dernier, il existe désormais en Guinée un Conseil national des femmes. C'est un réseau représentatif de cette couche qui a été présenté au gouvernement. Cet organe est amené à relever plusieurs défis dans l'épanouissement de la Guinéenne. Al-Kaliko Keita, Mohamed De Camara. Au lendemain de sa mise en place dans les règles de l'art, le Conseil national des femmes et filles de Guinée a été officiellement présenté ce lundi au gouvernement.
et aux femmes qui représentent 52% de la population. L'engagement du nouveau bureau en faveur de l'épanouissement de la gente féminine guinéenne est sans faille. Devant les autorités du pays, fortement représentées dans ce temple témoin de l'histoire, le Conseil des femmes a réitéré sa motivation à tout mettre en œuvre pour assurer aux femmes une autonomisation garantie. Le Conseil national des femmes et filles de Guinée est un organe consultatif, un espace de dialogue, de mobilisation et d'action. Il incarne l'unité, la résilience et l'engagement des femmes guinéennes pour un avenir plus juste, plus inclusif et plus prospère. Notre vision est claire, faire de la femme guinéenne un pilier incontournable du développement, de la paix et de la cohésion sociale. Depuis des décennies, le ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, appuyé par ses partenaires, mène des stratégies en vue de la mise en place de ce conseil. Aujourd'hui, le lancement de ce conseil national, en quelque sorte, ouvre davantage un espace à celles qui représentent la majorité de la population guinéenne, tout en n'étant pas représentées en majorité dans les instances de prise de décision. Et donc, on souhaite sincèrement qu'à travers ce conseil, les décideurs du pays, mais aussi ceux et celles qui représentent la société civile, le secteur privé et toutes les instances productives pourront apporter leur pierre à adresser les défis auxquels les femmes et filles font toujours face ici en Guinée. Je suis convaincue d'une chose. La transformation de notre pays ne se fera pas sans les femmes. Depuis plus de 2 décennies, le ministère en charge de la promotion féminine a œuvré avec détermination et patience à poser les jalons d'un organe fédérateur, capable de réunir les femmes de toutes les régions, de tous les milieux, dans une dynamique commune de défense de leurs droits et de promotion de leur leadership. Avec cette présentation du bureau, les autorités guinéennes accordent une place de choix à l'épanouissement de la Guinéenne. L'histoire retiendra que c'est la vision à la fois progressiste, humaniste et inclusive de notre champion, son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui a permis de concrétiser le chantier. Au nom ainsi du Premier ministre, je salue chaleureusement Madame la ministre Charlotte Daffé pour son humilité et sa perspicacité. Exécuter correctement le plan d'action de son département est une grande qualité. Aux côtés du ministère en charge de la promotion des femmes, le Conseil est vivement attendu pour la mise en place des actions susceptibles de combattre les discriminations, les violences conjugales et toute forme d'inégalité entre hommes et femmes. Les représentantes de toutes les femmes des gouvernorats du pays figurent dans ce bureau de 17 membres qui aura pour vocation de défendre les intérêts des femmes dans les 4 coins du pays. Espace santé, lutte contre la tuberculose à Dubreka, localité choisie pour cette célébration différée. Partenaires et acteurs ont répondu massivement à l'événement et les progrès réalisés dans la lutte contre cette pathologie ont été présentés au cours de cette journée. Tcharno Maroufba, Yeleha Kamara. Malgré les progrès réalisés en matière de dépistage et de prise en charge, la tuberculose demeure un problème de santé publique. À date, plus de 18 000 cas de toutes formes confondues sont notifiés avec un taux de guérison estimé à 90%. Avec 119 centres et 20 sites pour les cas multirésistants, cela porte la couverture sanitaire de cette pandémie à 82% dans le pays. Il faut dire qu'aujourd'hui, l'objectif mondial pour le taux de succès du traitement est atteint pour la Guinée, 90%. Les efforts doivent être le maintien de la disponibilité des médicaments, des intrants, pour favoriser le traitement des malades qui sont admis dans nos centres. Depuis 2007,
Notre organisation, c'est-à-dire Action d'Amiens, accompagne le programme national de lutte contre la tuberculose à travers un partenariat stratégique couvrant environ 60% de la charge nationale de la tuberculose sensible et 80% de la tuberculose pharmacorésistante. Cette journée mondiale de lutte contre la tuberculose a été une occasion pour l'ensemble des acteurs engagés dans l'élimination de cette maladie de faire un plaidoyer afin d'intensifier la lutte. L'ambition de plan international est de garantir l'accès à des soins de santé de qualité, en particulier pour les enfants, les filles et les femmes. Cet engagement s'inscrit dans notre mission de lutte contre les maladies, les épidémies, les crises, tout avec une approche fondée sur la résilience communautaire et la communication inclusive qui est un pilier essentiel de notre intervention. Cette célébration suscite des espoirs et favorise la mobilisation des dirigeants au plus haut niveau. Il permet de faire un plaidoyer pour une augmentation des investissements, une adhésion plus rapide aux nouvelles recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. En cette journée dédiée à la lutte contre la tuberculose, quelques patients atteints de cette maladie ont bénéficié des vivres. À Soapiti, pendant cette période de grande pluie, les risques liés aux inondations sont grands. La société de gestion et d'exploitation du barrage a entamé une campagne de sensibilisation pour renforcer la sécurité autour de ce site. Nabi Kamara pour en savoir davantage. C'est une vaste campagne de sensibilisation que la Société de gestion et d'exploitation de Soapiti a lancée en fin de semaine dans les 6 sous-préfectures riveraines du barrage de Soapiti. Elle vise à renforcer la sécurité des communautés qui y vivent, surtout en cette période de grande pluie qui commence en Guinée. La société avait doté ses citoyens riverains de plus de 17 barques équipées avec des gilets de sauvetage. Mais il a été constaté avec regret que non seulement les gens n'utilisent pas ces gilets de sauvetage, mais aussi ils dépassent dans l'embarquement. Les barques doivent prendre 10 personnes, ils se permettent de mettre plus de 20 personnes dedans. Ça, c'est des risques. À cette période, il y a les eaux qui montent et nous sensibilisons les citoyens pour éviter d'être à côté du nid du réservoir, de remonter pour ne pas cultiver, pour que les cultures soient noyées, et aussi pour leur propre sécurité. À Banguya et Khatia dans la préfecture de Kindia, Sangaréa dans Pita, Senta et Kolé dans Télimélé, ainsi que Tondon dans la préfecture de Dubreka, les délégués de la SOGES ont demandé aux populations de s'éloigner de la retenue, éviter les surcharges lors des traversées par les barques, apporter rigoureusement les gilets de sauvetage. L'année passée, la grande pluie a causé beaucoup de dégâts. Les champs sont partis, les plantations sont parties. Donc une fois encore, nous irons vers les citoyens, les sensibiliser et les dire vraiment de s'éloigner, n'est-ce pas, du fleuve. Partout, il y a un petit problème. L'autorité est là pour, en tout cas, faciliter, pour débloquer les situations. La SOGES et les populations riveraines du barrage de Soapiti se sont donc quittées dans l'espoir de se retrouver à tout moment pour faire le point de la situation de cette campagne de sensibilisation. Avec l'avènement de l'intelligence artificielle, il devient essentiel pour les médias de s'adapter pour rester compétitifs, d'où l'organisation d'une session de formation par la direction générale de la RTG à l'intention de ses agents en ligne de mire, les doter d'outils nécessaires pour affronter les défis du numérique. Sona Sagnou. L'intelligence artificielle est un levier puissant d'autonomisation et d'optimisation, mais comme tout outil, elle a ses limites et nécessite une utilisation réfléchie. Dans ce contexte de transformation rapide, les médias n'ont d'autre choix que de s'adapter pour rester compétitifs et offrir des contenus de qualité. C'est dans cette dynamique que la Direction générale de la RTG a organisé une session de formation dédiée à l'intelligence artificielle à l'intention de ses cadres. Le monde est en train d'évoluer vers l'intelligence artificielle, donc il faut aussi que nous, on s'inscrive dedans. La rencontre d'aujourd'hui, c'est un départ. Nous avons eu un formateur qui est venu nous donner le B.A.B.A, parce que le B.A.B.A à la RTG par rapport à l'intelligence artificielle n'existait pas. Donc il faut prendre le B.A.B.A et à partir de cela, nous-mêmes, on peut se faire notre formation
à travers justement les intelligences artificielles, à partir de l'Internet sur l'intelligence artificielle. Cette formation, vraiment à la fin, le but c'est de développer ce qu'on appelle l'AI literacy, donc la culture IA, déjà pour les cas de la RTG. Notre vision à nous en tant que cabinet, c'est de faire en sorte que l'IA soit maîtrisée par le plus grand nombre de personnes en Guinée. Animée par un expert du domaine, cette formation vise à outiller les travailleurs de la RTG pour qu'ils comprennent mieux les enjeux de l'IA, maîtrisent les outils et puissent les intégrer efficacement dans leur quotidien professionnel. Ça ne rend pas le travail paresseux, mais ça rend facile ce que vous faites en l'utilisant, bien qu'il y a d'autres personnes qui ne l'utilisent pas à bon escient. Mais sinon, si c'est bien utilisé, je pense que l'intelligence artificielle est bon dans la rapidité et dans le développement du métier que nous sommes en train de faire. Ces genres de formations sont à pérenniser. À travers cette initiative, la Direction générale de la RTG réaffirme son engagement à investir dans le développement des compétences de ses agents, une démarche stratégique pour anticiper l'avenir, s'adapter aux innovations technologiques et surtout rester dans la course de l'évolution médiatique. Coopération Guinée-Sénégal, un partenariat fructueux entre Conakry et Dakar se développe. Plusieurs programmes au compte de cette coopération bilatérale sont annoncés. Un bel exemple de coopération sud-sud réussi. N'est-ce pas, Aboubakar Diaby? À Dakar, tout récemment, s'est tenu le 32e anniversaire du groupe Soupdeco. Ce rendez-vous annuel a réuni plusieurs réseaux d'entrepreneurs dans le domaine du management, des technologies de l'information et de la communication, de hautes personnalités venues de la sous-région ouest-africaine. À ce conclave d'échange d'idées, la Guinée est représentée par une forte délégation conduite par le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Félix Lama. Du haut de cette tribune, le ministre magnifie le groupe Soupdeco, classé aujourd'hui comme le meilleur business school. Je suis très fier de voir qu'en 32 ans, Soupdeco a maintenu la qualité de ses formations, a continué à maintenir une formation qui permette aux femmes et aux hommes du Sénégal et d'ailleurs d'être ces personnes sur lesquelles on peut compter pour le développement non seulement du Sénégal, mais aussi de l'Afrique de l'Ouest et de toute l'Afrique. Ici, des opportunités sont créées pour mettre en relation des étudiants de ce temple du savoir et le monde du business. Cet héritage s'agrandit encore par l'entremise des nouveaux diplômés, comme cette 28e promotion parrainée par le ministre Félix Lama. Depuis 32 ans, nous avons choisi l'option de la qualité, donc de former des managers responsables et également dotés des compétences nécessaires pour diriger des entreprises. Et aujourd'hui d'ailleurs, nous avions à peu près 800 diplômés à célébrer. Cet institut d'enseignement supérieur, créé en 1993, continue de fournir des cadres chevronnés et compétitifs à tous les niveaux. Le ministre Félix Lama en est un. Ils l'ont pratiqué dans n'importe quel domaine, que ce soit dans le monde privé, que ce soit dans le département des transports qu'il a dirigé ou actuellement l'élevage et l'agriculture. C'est quelqu'un qui est compétent et qui croit aux compétences et qui accompagne et développe les compétences. Parallèlement, dès après cette rencontre, le ministre et son cabinet sont reçus par l'ambassadeur de la Guinée au Sénégal pour un entretien fructueux autour du leadership et l'engagement de tous les fils et filles de la Guinée à faire avancer notre pays à l'échelle internationale. Enfin, la première édition du tournoi FIFA Champions Guinée est prévue les 27 et 28 juin à Conakry. Ce championnat national des jeux vidéo regroupe 32 joueurs. Les organisateurs de l'événement étaient face à la presse pour annoncer les couleurs de la compétition. Ablaye Diallo. Promouvoir des talents et créer une base de données pour les gamers en Guinée demeure le but de la première édition de FIFA Champions 2025. Une opportunité pour les participants de tirer profit des jeux vidéo en pleine expansion. Favoriser la promotion et l'émancipation de la jeunesse autour des métiers du numérique. Et l'autre objectif, c'est de créer une plateforme d'échange entre l'État, les structures privées, donc les entreprises, et la jeunesse autour non seulement des métiers du numérique et de l'innovation, mais les impliquer la jeunesse sur des projets structurants. Donc l'objectif ultime, c'est de rendre notre pays comme un acteur visible
sur la scène régionale et internationale. Donc exporter le talent guinéen. 32 joueurs retenus